Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. Donc on vous l'a dit, hein, on est posé, on est au calme, on est bien, on est entre amis, tranquillement, et on va se faire plaisir, comme d'habitude, comme tous les samedis de 19h à 22h. Street Diamond, 99.2, Rich, the billion dollar jet, Stat Girl from the billion dollar jet. Donc, je vous l'ai dit, hein, aujourd'hui, on a une belle petite émission. On a pas mal de choses à se dire, pas mal de choses à partager. Et on a des invités super sympas. Mais avant de parler de nos invités, je suis obligé de dire bonjour à la team Street Diamond qui est dans le building. Nini Swing. Hello Mac, bienvenue à nos invités. Comment tu vas, Nini? Ben écoute, ravi, hein, c'est la rentrée pour moi aujourd'hui. Bah oui, grave. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu ce rire que tout le monde attendait. Merci. Ça fait plaisir. À côté de toi, il y a Zamke qui est dans le building. Yeah. Comment tu vas, Zamke? Ça va, tranquillement. Tranquillement, on est là, tranquille. Tout le monde se chauffe là, tout le monde est en mode parce que voilà, ça va aller voir le concert tout à l'heure de Listeners Jean. T'as vu? Donc voilà, ça va bon soutenir la petite sœur. Donc voilà, un gros big up à elle. On vous rappelle que elle a son concert aujourd'hui. Hein. Si je ne me trompe pas, ça se passe à l'Élysée-Montmartre. Exactly. Donc voilà, faut y aller, faut soutenir hein, tout simplement. Et il y a Manu Dorlis qui est dans le building. Yep. Donc on t'entend vraiment bas, Manu. Va falloir que tu mettes ton mic à fond, tu vois, pour qu'on t'entende bien comme il faut. Laisse-moi tranquille, je suis en mode technicien là. En mode technicien en chien. L'émission s'appelle Street Diamond et comme je vous l'ai dit, on a un invité de qualité comme d'habitude. Hein. On fait le tri, on essaye. Ce soir avec nous, Didier 5K est dans le building. Bonsoir à vous. Comment tu vas, Didier? Très bien. Donc Didier, on a pas mal de choses à se dire parce que déjà, la première chose c'est que quand j'ai mis sur le net que je recevais Didier Zincave, j'ai reçu plein de messages, plein de retweets. Les gens ils étaient à donf. Ah bon? Tout le monde te connaît. Ah bon? Sauf, c'est que du B2B, tu vois, c'est que les professionnels, tu vois. Donc Didier, t'as fait pas mal de choses, mais combien de vies tu as en fait? Une seule. Une seule vie. Donc, ouais. On va parler directement des casse-sessions parce que c'est un événement que tu fais qui tient à cœur. Ouais. Et qui te tient à cœur. Le prochain, ce sera avec Lila. Exactement. Le 18 novembre. Le 18 novembre, à partir de 19h30 à la salle Les Étoiles. Ouais. En première partie à Dayon. Yes. Donc, c'est un concept particulier. C'est pas juste faire c'est pas juste faire un concert. En fait, ça va plus loin que ça. Bah, on va donner on va appeler ça concert parce que bon, effectivement, c'est un moment live. Mais en fin de compte, le concept, c'était surtout de pouvoir réaliser et surtout de mettre en lumière nos artistes caribéens et d'amener un peu ce côté vocal et une nappe musicale assez douce pour pouvoir justement apprécier l'artiste. Donc plutôt acoustique en fait, par rapport à peut-être un gros band qui accompagne l'artiste. Là, c'est beaucoup plus soft. En même temps, ça permet aussi une interaction avec le public. Effectivement. Ah, ça, c'est toujours appréciable. Bah, c'est très appréciable même. Et d'où effectivement on a un band qui est composé, on a 3 musicos composés d'un bassiste, guitariste et un percu caron qui permet justement de faire des arrangements musicaux pour pouvoir apprécier. Ok, donc vous avez vu le concept, c'est sweet quand vous venez, il y a une vraie ambiance. Manu, essaie de mettre un petit peu de volume à mon mic s'il te plaît, si c'est possible. Et il y a une vraie ambiance, il y a vraiment... j'ai beaucoup aimé l'ambiance quand j'ai été là-bas. C'est intimiste, les artistes sont proches. C'était le souhait aussi, c'était d'avoir un lieu chaleureux, intimiste et où il y a énormément de chaleur, quoi. Et surtout par rapport à la diffusion, qu'elle soit surtout aussi bonne, quoi. Ouais. Parce que bon, après on connaît énormément de ça dans Paris. Après il y a des petits lieux aussi qui sont sympathiques. Mais avec une acoustique comme celle-ci, tu peux les compter sur une doigt de sur une main. Ouais, non mais c'est clair, il y a un bon son à la salle Les Étoiles. Prochain rendez-vous le 18 novembre. Et si vous êtes sage, à la fin de cette interview, on vous parlera de l'artiste qui sera là lors de la prochaine date, le 8 décembre. Si vous êtes sage. Ouais. Donc, on va parler directement, on va mettre les pieds dans le plat et on va parler de Dédé Agency, Dédé Entertainment. Ouais. Donc,
Je l'ai dit, t'as plusieurs vies, tour manager, producteur, artistique, animateur, prestataire des services, tu fais tout. Tu fais tout. Et le truc qui m'a choqué dans ton parcours, enfin, moi je sais que t'es très hip-hop, mais t'as vogué dans pas mal de choses, mais t'es très hip-hop. Et t'as travaillé avec les artistes les plus connus dans cet univers. Ben, c'est marrant parce que hier soir, j'étais avec Daddy Naughty aux Étoiles. Il était en prestation. Ouais. Et si tu veux, les soirées qui se passent là-bas une fois par mois, qui s'appellent les Bouches de là, ils retracent à peu près tous les classiques du rap français. En fin de compte, c'est une soirée 100% français. Donc ils passent pas de Quinry, ils passent pas des sons bizarres, ils passent que du français. Ok. Donc et puis on était là, puis on discute, mais tu sais, on écoute le son et à un moment donné, je suis comme ça, je suis un peu ébahi et je me dis putain mais tous les artistes, je prends l'ingé façade et je lui dis mais tu sais tous les artistes qu'il est en train de passer depuis tout à l'heure, j'ai travaillé avec tout le monde. On me l'a raconté, mais bon. Ouais. Et voilà quoi, c'était marrant parce que ça date quoi. Et voilà. Moi, il y a une expression que j'aime dire, c'est quand t'as de quoi te la raconter, mon frère, raconte-la toi. Y a pas de souci. C'est pas comme si tu faisais style et tu n'as pas. Tu as fait. Et surtout, c'est du travail que tu as fait. C'est comme si tu te racontais alors que t'as rien fait. Oui, mais bon, après, c'est comme je dis, vaut mieux vivre les choses que les raconter aussi parfois. Tu vas les raconter avec quelqu'un qui est passionné. Tu vois, tu viens à la radio, tu me poses des questions et voilà, parce que je sais qu'effectivement, voilà, t'es intéressé aussi. Mais se la raconter, pour moi, parler, ça sert à rien. Ouais, bien sûr. Donc, je préfère parler à des jeunes ou des jeunes artistes, ou à des gens qui sont plus ou moins expérimentés, qui connaissent un peu le milieu, leur expliquer les choses que arriver et dire ouais, mais attends, moi à l'époque j'étais là et parce que ça, il y en a beaucoup. Ah bah oui, c'est clair. Et si on sait pas qui tu es, les gens parfois ils disent ah ouais c'est vrai et tout, ouais, il a raison, et ils vont prendre l'information, ils vont la diffuser, ils vont la déformer et voilà quoi. Il y a plus de 10 ans, t'as créé DD Entertainment. Plus de 10 ans, ouais. Pourquoi avoir créé ta propre boîte? C'était nécessaire pour passer au next step. Il faut que tu aies ta propre boîte pour pouvoir fournir des services. T'en avais marre de travailler pour les gens directement? Non, même pas. Oui, non, c'était pour pouvoir justement moi, si j'avais envie de produire un concert, j'avais envie de suivre un artiste ou faire mes prestations et tout ça, c'était mieux d'avoir ma structure personnelle. Parce que si tu veux, quand j'ai créé cette boîte, à cette époque-là, j'étais directeur artistique chez WH. Ouais, on va en parler tout à l'heure de WH. On va parler. Il faut que je fasse un teasing sérieux. Tout à l'heure, on va parler de 113, on va parler de Diams, on va parler de China, on va parler de Cut Killer, on va parler de DJ Abdel, on va parler de Letty Lesty, NTM, Ayam, de plein de gens. Donc restez connectés. Voilà, le teasing est fait, bien propre. J'aurais pu dire expression directe, Boyz II Men, Alia, R. Kelly, Backstreet Boys, tout ça, mais tranquille, y a pas de souci. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Et nous sommes avec Didier Zincave, un homme humble, un homme de l'ombre. Donc vous n'avez pas l'habitude de le voir. En fait vous le voyez, hein, mais il fait partie des gens qui gesticulent. Il est aux quatre coins de la salle. Moi c'est comme ça que je le vois à chaque fois. Je fais Didier. Ah ok, Didier. Et voilà, il passe de l'autre côté. Et ben justement, à partir du moment déjà, travailler avec des artistes aujourd'hui, ça a dû beaucoup évoluer. Ça a beaucoup évolué. Après, ça dépend. Oui, effectivement, aujourd'hui, les artistes ils savent ce qu'ils veulent, quoi. Tu vois. Donc, ils sont un petit peu plus, je vais pas dire plus professionnels, mais plus expérimentés. Et après, il faut simplement les chaperonner pour bien les guider, quoi. Ok. Par rapport à avant, c'est vrai que bon, les artistes, c'était, je vais pas mentir, mais j'ai pas trop envie de le dire non plus, mais c'était un peu star, quoi. Ouais, mais avant, ils étaient aussi, il y avait un délire par rapport au major. Et il y avait ce côté où ils étaient très biberonnés, très couvés. Ils avaient le droit de dire, voilà, star, faisaient tout ce qu'ils voulaient. Oui, non, oui. Après, c'est vrai que à l'époque, quand t'étais un artiste major, c'est que voilà quoi, c'est vrai, la major prenait en charge pas mal de choses. Donc aussi bien la réalisation artistique et autres.
et qu'ensuite c'est l'artiste il doit se rendre au studio, il est chez lui, allô, t'appelles le chef de produit, bon demain studio, promo, nanana, bon ok, ton taxi est là à 13h30, il te prend, voilà. Donc, non mais vas-y Manu, je crois que t'as quelque chose à dire. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de se dire. Il y a une évolution aussi. Peut-être que les artistes ont été un peu plus responsabilisés, puis un peu moins infantilisés. Et c'est aussi pour ça que les majors se plaignent maintenant, parce que elles n'arrivent plus à tirer le maximum des artistes. Parce qu'aujourd'hui, les artistes sont des adultes. Ah ouais. C'est ça aussi. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, il y a ce côté, on peut dire que l'indépendance a un peu plus pris le pas, ou sinon les mecs vont plus créer leur boîte, même s'ils collaborent encore avec des majors pour certains? Aujourd'hui, là ça va remonter, quand je dis 10 ans, ça va remonter, ça remonte à quelques années déjà. Effectivement, certains artistes t'as pu le constater, ont créé leur label pour avoir plus d'indépendance. Donc effectivement, après ils faisaient des contrats de licence avec les majors, donc pour avoir plus de liberté. Donc qui dit contrat de licence dit intéressement de catalogue par rapport au label avec lequel ils signaient. Donc ils avaient ils avaient plus de possibilités à faire ce qu'ils avaient envie de faire, quoi. Et ça c'était important pour eux, pour pouvoir justement, je veux pas dire s'épanouir, mais bon, pouvoir être productif, quoi, en gros, quoi. Ouais, et comme tu dis, en plus, ça les responsabilise, donc les gars taffent. Mais quand on voit aussi que, avec certains artistes, on se rend compte que ça a un petit peu changé. Avant, tout le monde courait derrière les majors. On a vu que, par exemple, pour les gars comme Nekfeu, la bande à Nekfeu, tout ça, ils mettent un peu plus la pression au major. On voit, par exemple, le cas de l'artiste qui a tout pété avec son single Chocolat au niveau des ventes, et qui se permet de ne pas être signé directement en major. Et il y a cette tendance-là qui commence à venir. C'est que il y a eu moi je sais que l'un des tout premiers, les deux premiers, on va dire entre guillemets, qui ont eu un super bon contrat en major, tout en étant pas en licence, hein. Okay. C'est vraiment comment on appelait ça encore, c'est un contrat pas 500, je me rappelle plus du nom du contrat vraiment, mais en fin de compte c'était un contrat, c'est comme si c'était un contrat de coprod avec la major, c'est-à-dire qu'il y avait à l'époque Cynic qui était signé chez Warner, qui avait un super bon contrat, et Tabooba qui avait un super bon contrat avec Barclay à l'époque de Universal, à l'époque de Temps Mort. Ok. Et en même temps, lui, quand il avait signé ce contrat, il venait de faire de sacrés chiffres aussi avec Lunatic en indépendant. Du coup, ça avait mis grave la pression justement au major. Et là, du coup, il pouvait, voilà. Avec Talak, il a signé Talak Record, et il a pété le score, et voilà, quoi. C'était mortel, quoi. Alors, est-ce que tu peux justement nous parler tout simplement de ta collaboration avec des personnes comme 113, parce que là c'était la grande époque. Alors en plus de ça, je disais en off tout à l'heure, mais tranquille, tranquille les gens. 113, tout ça, c'est la mafia Quinfree, etc. C'est Ideal J. Je me rappelle à l'époque, je regardais encore dernièrement le DVD de Kerry James. Il racontait quand les mecs partaient en tournée. Et il y avait des mecs, ils faisaient Ideal J à l'époque quand ils étaient petits, hein. Les mecs partaient au festival de Cannes. T'avais tout Orly qui venait, qui fraudait et qui arrivait à Cannes. Entre Cannes, surtout les Francopholies et tout ça, de La Rochelle, tout ça. Et c'est vrai qu'on en parlait en off, mais à l'époque il y avait une grosse solidarité au niveau des quartiers. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que même Saint-Denis, NTM, il bougeait, c'était comme ça. Ouais, c'était comme ça. Tu vois, donc t'avais les potes et tout, qui faisaient rien, donc ils étaient solidaires et qui donnaient la force au groupe. Ils voulaient. Non, mais dis la vérité aussi, hein, Didier. Hein. Des fois, les potes, ils sont bien sympas, mais foutaient aussi le sbeul. Oui, c'est d'où effectivement on a eu cette mauvaise image du rap. Ouais. À cette époque-là, c'était tendu. Parce que du coup, entre promoteurs, après, ça parle. Ça parle énormément. Juste pour faire une variante, c'est pour ça qu'on
nous dans le rap, on n'avait pas de vraie scène et on n'avait pas de promoteur. Et le truc, tu vois, c'est que les artistes comme NTM, ils se sont fait connaître dans le rock. Ouais. Tu vois. Donc on était obligé de faire des festivals de rock et tout ça pour pouvoir justement dire qu'on existe, quoi, que le rap est là, quoi. Et grâce à ça, NTM, c'est devenu aussi des bêtes de scène, quoi. Donc quand tu les vois sur scène aujourd'hui, parce qu'ils sont quelque part, quand tu vois les rockers sur scène, et ben là tu dis ok. Voilà, c'est folklore. Et je te dis, une expérience qu'on a vécue, on en a vécu pas mal, que j'étais avec eux. On était à Montpellier sur un festival de rock comme ça, et t'as Cool Chain et Joey rap et tout, et on a une super grande scène, hein. Et t'as les cheveux bleus, rouges comme ça qui montent sur scène, t'as un coup comme ça, les mecs qui montent sur scène, et ça pogo sur la scène et tout. Donc bon, tu sais, Joey, qu'est-ce qu'il fait? Poum, balance et tout, et puis voilà, quoi. Et eux, c'était ça, quoi. Donc très vite, ils avaient cette niaque scénique qui était d'une énergie mais inconsidérable, quoi, parce que même les rockers, c'est à un moment donné, bon, c'est de Guguste sur une scène, en plus c'est du Peura, eux c'est pas leur truc, et que finalement tu les vois en train de bouger sur du NTM, quoi. Tu te dis ouais, ok, d'accord. Tu vois, donc ça l'a fait, et voilà. L'énergie, Didier, l'énergie. Ah oui, hein. Et justement, t'as collaboré aussi avec Diams. Ah oui. Donc t'as été partout en Afrique avec elle, ouais. T'as fait le tour du monde. Oh, j'ai pas fait le tour du monde avec elle, mais on a pas mal tourné. Après, j'ai pas mal tourné dans l'Europe, oui. J'ai fait l'international, j'ai fait pas mal de choses. C'était plus calme de tourner avec Diams que de tourner avec 113, j'imagine. C'est différent, c'est différent, parce que 113, comme je te disais, par rapport à Double H avec Cut Killer et tout ça, moi, à cette période-là, quand j'ai repris 113, c'est-à-dire que j'ai travaillé sur la tournée de 113, c'est que j'arrêtais de travailler avec mon ancienne boîte de production, qui était EZB Productions. Donc je te refais vite fait mon petit récap de CV. Yeah. EZB Productions, si tu veux, on a fait une cessation d'activité parce qu'on a fait 3 concerts qui nous ont plantés. Ah ouais. Ouais, on a fait Backstreet Boy à Bercy. Yeah. Donc les mecs, une semaine avant, ils faisaient Wembley, ils remplissaient 35 000 personnes. Donc quand on les a fait à Bercy, on a rempli que 8 000 personnes. No. Donc ça te met un gros coup dans la trésorerie. Ouais. Après on a fait qui? On a fait Brandy, voilà, c'est pareil. Et on avait fait un concert, comment il s'appelle? Je crois que c'est Luciano, je me rappelle plus. Un concert Régal, Montmartre, le mec, il nous a planté. Non. Ouais, ils sont endormis à l'aéroport. Bref, bon, t'es gugus, quoi. Ouais. Et ça nous a mis un peu die sur la paille. Donc, et puis bon, EZB Productions, si tu veux, c'était une boîte qui est là depuis des années, quoi, parce qu'ils étaient en association et puis après ils ont monté une SARL. Et si tu veux, c'est eux qui ont produit, ils ont produit et ramené surtout ces artistes-là, c'est-à-dire Alia, R. Kelly, Boyz II Men, Mary J. Blige, Big Daddy Kane, Busta Rhymes, tous ces grands artistes rap américains, et aussi bien rap que soul musique aussi, et voilà, qu'on a fait pas mal d'artistes. Alia entre autres, comme je te disais. Alia, elle était comment? On veut savoir les coulisses là, sérieux. Juste une question, il n'y avait pas Public Enemy aussi? Si, il y a Public Enemy, ouais, oui, mais il y a tout ça. Il me semble l'avoir vu le concert en plus à Bourges, ils les ont fait venir à Bourges. Il y a eu à Bourges, il y a eu l'Élysée-Montmartre, il y a eu le Zénith. Ouais, j'avais vu le concert. Voilà, EZB, c'était la référence black rap hip-hop française. Public Enemy, c'était chaud à l'époque, mais revenons-en à Alia, mon gars. On veut tout savoir. Elle était comment dans les coulisses? Non, Alia, elle est franchement, parce que moi, je bossais aussi dans un magasin de disques qui s'appelait LTD. Yeah. Et je bossais avec EZB par rapport à la communication, tout ça. Et elle est venue au magasin et tout, tranquille. Au calme. Ouais, au calme. Franchement, j'en parle là, mais tu vois, c'est le truc, c'est déjà moi, à l'époque, les photos, j'aimais pas. Okay. Pendant pas mal d'années, j'ai pas aimé me prendre en photo avec qui que ce soit, et que aujourd'hui, je me dis non. En fin de compte, c'est Jackie qui m'a fait remarquer ça. Il m'a dit, mec, Jackie Brown, le nec marron, yeah. Et il m'a dit, hey, la vie elle est trop courte. Les gens, si t'as marqué vraiment ton empreinte
sur cette terre, bah, prends les moments que t'as marqués, tu vois. Et maintenant, oui, maintenant, de temps en temps, voilà, quand je suis avec mes potes, certains artistes et tout, je prends des photos. Mais c'est vrai que Alia, à ce époque-là, tu vois, elle est venue tranquille, cool, la meuf gentille. Tu vois, elle était pas grande, quoi. Et elle était là, tranquille, elle discutait, et puis non, on passait un bon petit moment. Et puis après, on l'a revue. Après, je suis parti à Élysée-Montmartre, elle a fait son concert et tout, Back and Forth. C'était un super concert. Super album en plus. Ah oui, ouais, bah, il avait éclaté. C'était l'album du moment. Et puis après, elle a eu la notoriété qu'elle devait avoir, quoi. Si tu devais prendre en photo un moment particulier, allez, 2 moments particuliers de ta carrière, lesquels tu prendras en photo, qu'ils soient ou non en photo? Artistiquement ou personnellement? Oui, allez, t'en as un pour chaque. Un pour chaque? Oh là 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 là. Un pour chaque. Après, je peux pas réellement te dire parce que il y a pas mal de bonnes choses vécues, tu vois. Et aussi bien en famille que professionnellement. Donc, comme tu peux le savoir, Lady Leslie c'est ma cousine, Nati Dread c'est le cousin, DJ James c'est mon cousin. Donc tu vois, d'avoir vécu, tourné, fait des scènes ensemble, partagé pas mal de choses, c'est quelque chose déjà de mortel, de tourner en famille, de travailler en famille aussi. Et de l'autre côté, de voir ma famille, d'être proche de ma famille en arrière-boutique, comme on dit chez nous. Voilà, c'est aussi un grand kiff, quoi. Donc je suis très famille et voilà. Et t'as vécu le hip-hop en famille et t'as accompagné ta famille? Très en famille. Ok. Et de toute façon, dans le hip-hop, il y a aussi ce côté-là, malgré tout, on aime bien avoir des gens sûrs à côté de nous. Ben, les gens sûrs, tu les as quand les gens ils te respectent. Ouais. C'est surtout ça. Quand les gens te respectent, ils sont francs, quoi. Ils sont à côté de toi, ils sont là, même s'ils sont pas là tous les jours, mais tu sais qu'il n'y a pas de problème, quoi. T'as tourné avec le Double H? J'ai tourné avec, vu que je travaillais à Double H aussi. Comment c'était d'être avec des DJ? À la base, quand je dis à la base, j'étais DJ. Ok. Tu vois, c'est même pas dire que j'étais DJ, mais oui, j'étais DJ par plaisir. Parce que j'aimais bien ça. J'étais danseur, j'ai voulu graffer, mais bon, c'était pas mon truc. J'ai tagué, mais bon, pour moi, taguer, c'était un peu du vandalisme, donc c'était pas trop mon truc. Okay. Et la musique, ça me correspondait mieux et je m'épanouissais mieux dedans. Donc j'ai été un peu DJ et puis après j'ai mis le pied à l'étrier à mon cousin DJ James. Ok. Et après qui est devenu fil en aiguille, NTM, ils avaient besoin d'un DJ. Vas-y, t'as rien à faire, vas-y, tente. Donc il a pas eu besoin de passer un casting. Donc il est rentré DJ d'NTM et c'était marrant au départ, quoi. Okay. C'était super marrant. Donc il a dû tout apprendre. Parce qu'ils sont entraînés pas mal, ils s'est vachement entraîné et tout ça. Et puis après le challenge c'était que quand on te dit on fait une scène. Et tu fais une scène devant 3000, 2500 personnes, 4000 personnes, et c'est toi qui gères la baraque. Parce que NTM, en fin de compte, le leitmotiv, c'est le DJ. C'est lui qui balance le son. Ouais. Donc eux, ils sont là, mais si derrière ça tombe pas, ça suit pas, c'est pas bon. Ouais. En plus, ils ont eu des putains de DJ. Voilà. Gérer la pression avec le public, ça doit être quelque chose aussi. Hein. Et lui, au début, c'était folklorique. C'était folklorique. Mais c'est bien parce que ça l'a... Aujourd'hui, il est un DJ qui est vachement apprécié et que les gens ils le prennent, ils savent parce qu'ils le prennent pour faire des scènes parce qu'ils savent que effectivement, voilà quoi, il a cette aisance scénique où il est tranquille quoi. Tu lui dis voilà, il y a un set, il le fait et puis pépère quoi. Et c'est bien parce que pour beaucoup de jeunes, même les artistes avec qui j'ai travaillé, qui étaient pas vraiment performants sur scène, ils l'ont toujours dit, même si tu aimes ou tu aimes pas NTM. Mais c'est un bon groupe quoi, c'est une bonne expérience quoi. Ils refont de la scène là en plus là prochainement là. Enfin, en mars 2018. Il y a 2 concerts d'ailleurs.
Ben, les 2 concerts sont déjà complets. Sont déjà blindés, exactement. Je crois qu'il y a un 3e qui s'annonce, mais bon, je sais pas s'il a été mis en vente. J'en parle un peu vite, mais bon. Ouais, parce que, il a fallu quelques heures pour écouler les. Je dirais pas quelques heures, je dirais quelques minutes. Voilà, c'était en 15-20 minutes. Moi-même, j'ai essayé de prendre mes places, je m'en souviens encore. C'est juste magique, quoi, en fait. C'est NTM. Oui, c'est NTM. Et puis bon, après, on connaît les Dugugus quand ils sont sur scène. Donc après, on a envie aussi de revivre ça, quoi. Je veux dire que, tu vois. Là, il y a IAM qui passe le 24 et 25 novembre à Bercy. Et c'est pareil, tu vois, ils sont revenus avec l'école du micro d'argent, qui est l'un des meilleurs albums qu'ils ont eu. Et ils ont franchement parcouru le monde avec cet album-là, quoi. Et moi, je conseille aussi aux gens d'aller le voir parce que c'est quelque chose, quoi. Et la scène, c'est quelque chose, il faut la vivre. Si tu la vis pas, c'est con, quoi. Ouais, d'autant plus que il y a quand même certains artistes américains qui sont un peu foutus de la gueule du monde en venant en France et qui marchaient avec un déambulateur. Je veux pas citer James Brown, mais c'était une arnaque, le mec, sur les derniers concerts qu'il a fait à Paris, quoi, tu vois. Ouais, mais il avait quel âge? Oui, mais voilà, mais pourquoi nos artistes du rap n'auraient pas le droit aussi? Parce que maintenant, ça se confirme, le rap, tout le monde a toujours dit, enfin, au départ, que ça tiendrait pas, mais maintenant, c'est devenu un genre musical qui est majeur. Ouais. Et c'est là, il y a de la pop qui est arrivée dans le rap, mais maintenant c'est le reste des genres musicaux qui est à la traîne derrière le rap maintenant, quoi. C'est important. Donc aussi les artistes vieillissent, ils font d'autres choses, ils commencent à se professionnaliser aussi dans le sens où ils deviennent des entertainers. Tu regardes un gars comme Joey Starr. C'est magnifique ce qu'il est en train de faire. Le gars fait du théâtre, du cinéma. En plus, il est super crédible. Il est peut-être probablement meilleur que certains gars dont c'est l'unique métier d'être comédien. On est bien d'accord. Ouais, voilà, c'est tout. Voilà, respect à Joey Starr. Jaguar Gorgon. Alors, après, c'est entre le rap français et l'américain, c'est comme tu dis, entre l'entertainment et compagnie, c'est deux mondes. C'est 2 mondes. Parce que la France, nous, tu vas parler de rap. Il y a le rap et le rap, quoi. Ouais, enfin, quand tu vois déjà les mecs qui venaient du théâtre, dès qu'ils se mettaient à faire de la télévision, ça faisait scandale. Donc, avant qu'on ait de véritables entertainers en France et que les mentalités un peu évoluent, je pense qu'il va se passer du temps. Mais il y a des mecs qui ouvrent les portes et ils l'ouvrent avec brio, en fait, en montrant que c'est possible. Ah oui, mais c'est exactement ça. Après, il faut évoluer ici avec son temps. Donc, mais non, ça va, c'est... Le travail se fait, quoi. C'est ça qui est bien, quoi. Et puis le rap est toujours là, surtout, quoi. Encore plus que jamais. Parce qu'on disait que ça allait mourir, mais finalement, on est encore là. Donc, ouais, grave. Est-ce que tu trouves réellement que l'image du rap a changé en France? Je vais pas te dire non. C'est effectivement, l'image du rap a changé. Les temps changent, donc... effectivement, moi, je veux pas dire que ça me correspond plus, mais j'écoute encore quelques artistes de rap. Et ils sont... Quand je dis, c'est pas une question d'être authentique ou pas, mais oui, quand tu vas écouter un Bustaflex et tu vas écouter un Black M, c'est pas la même chose, tu vois. Ouais, carrément. Mais l'envie est toujours la même, tu vois, parce que ça soit Black M, ça soit Gims, ou que ça soit Bustaflex, Zoxy ou autre, les mecs, ils ont toujours envie de kicker le mic, quoi. Et c'est ça qui est bien, quoi. Donc même si c'est pas du rap comme certains pourraient le dire, ils sont toujours là et puis ils font de la musique. On va dire ça comme ça. C'est ça, et surtout qu'ils ont leur tournée ils ont détourné d'ailleurs la tournée H d'or là qui a rempli pas mal de salles, mais ça aussi, il y a aussi un délire parce qu'il y a le délire où il y a plein d'artistes sur la tournée H d'or et que tu vois que IAM et NTM, eux c'est le raz-de-marée, ils sont... Après c'est des artistes qui n'ont pas besoin... J'en parlais encore avec Noti hier, mais c'est des artistes qui n'ont pas... c'est NTM, ils n'ont pas besoin de faire une tournée de l'âge d'or du rap pour faire une grosse date parisienne. La preuve, ils font une date parisienne et ils en font 2, ils la remplissent en même pas 10 minutes. Donc voilà. Après, tous les artistes qui étaient sur la tournée de l'âge d'or du rap français, ils ont marqué leur empreinte effectivement par des singles, certains, ou par quelques albums, mais qui n'a pas marqué vraiment, quoi. Ouais. Tu vois. Et malgré la petite notoriété qu'ils ont eue, on a pu remarquer qu'en province, qu'effectivement, il y avait quand même des gens qui étaient encore dans ce mode-là à l'époque,
où on écoutait la 1, la 2, de façon passy. Ouais, bien sûr. Quand on écoutait Express D ou même les X-Men. Tu vois. Et en plus, tu vois, le truc qui est sympa, c'est que par exemple, en vrai, les X-Men n'ont pas fait un succès commercial. Non, du tout. Et tu vois, ils peuvent profiter de cette tournée-là parce qu'ils ont marqué l'histoire du rap français. Et ça, je trouve que c'est beau, tu vois. Bah oui, mais il y en a quelques-uns, que ce soit X-Men, Express D, même Express D, bon, ils se sont fait remarquer avec des titres un peu choquants. Et ils ont pu faire la tournée, ils ont fait des trucs. C'était bien, quoi. Et franchement, non, c'était une bonne tournée pour eux, quoi. Non, carrément, c'est cool. Donc, comme tu l'as dit, famille, donc BOSS. Là, il y avait le show sur Skyrock. Qui, le show? Et BOSS. Oui, BOSS, ouais. Non, mais BOSS, c'était après beaucoup de je peux le dire maintenant parce que bon, voilà. Mais oui, BOSS, voilà, c'est de jouer. C'était Orseb, DJ James, Notigi. Bon, moi, j'ai pas intégré BOSS dès le départ. Après, j'étais au courant parce que voilà, on bosse ensemble, donc on suivait le truc. Je sais pas, c'est qui m'a dit d'animer un jour. Je crois que c'est de jouer ou je sais pas, je me rappelle plus. Et il me dit prends le mic et puis bon, j'ai pris le mic et puis voilà quoi, j'animais quoi. Et puis ça pendant 1 an, 2 ans. Et puis au moment où il y a eu l'histoire de Joey quand il est en semi-liberté. Ouais. Et il fallait qu'il retourne crêcher la nuit et revenir à la journée. Donc il pouvait pas trop faire l'émission quoi. Et il fallait quelqu'un justement prenne le micro. Donc à ce moment-là, c'est moi qui l'ai remplacé. Ok. Mais beaucoup de gens ne l'ont pas su. Parce qu'effectivement, on avait un peu le même, quand je dis le même timbre de voix, on n'a pas le même coffre. Mais effectivement, à la radio, ça se sentait que, tu sais, ça se sentait pas au départ que c'était pas de Joey, tu vois. Ouais. Donc, bon, les gens, ils comprenaient pas. Ils disaient, mais il est pas Donc, voilà. Et puis après, bon, sur 2 semaines, tout ça, ils ont dit, ah, ok, d'accord. Et puis après, il fallait que je mette mon empreinte et que je dise, ouais, c'est Syncave, quoi. Tu vois. Ok. Mais c'était une bonne expérience, et puis. Et t'as pas voulu renouveler après? Non, après, c'est pas que c'était pas mon truc. Après, non, je voulais dire un truc, mais pas trop le dire. Mais non, mais après, c'est le truc, bon, quand tu prends goût, tu te dis, ah, pourquoi pas faire de l'animation radio ou autre et tout, mais non, parce que quand j'ai quitté, après, j'ai arrêté avec BOSS, je me suis retrouvé à Double H, et pareil, Cut Killer, il savait déjà que je prenais le micro, donc après, je me suis retrouvé à animer les émissions Bomb Rush le mardi soir chez Double H. T'es passé d'une émission à l'autre, mais en plus de ça, le truc de ouf, c'est qu'aujourd'hui, il y a que l'émission de Cut Killer qui continue sur Skyrock. Oui, parce que si tu veux, par rapport à la radiométrie, l'émission de Cut a toujours pris le samedi sur Skyrock. Bon, excusez-moi de dire là. Non, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Donc, par rapport à toutes les autres émissions, BOSS, on était aussi bien écoutés. Mais le samedi soir, il y avait BOSS et après il y avait Cut qui reprenait après nous. Donc et lui c'était 22h je crois, 22h minuit, et nous c'était 20h 22h. OK. Le samedi, tu vois. OK. Et Cut il reprenait après, donc après lui il avait le bon créneau, et ce créneau là il l'a toujours gardé quoi. En plus l'avantage c'est que lui il passait pratiquement que du son, même si c'était ambiance after party. Voilà, il te met du son, tu t'ambiances, t'es chez toi, tu t'habilles, tu prends ta douche. Exactement. Tu mets Cut Killer, ouais voilà quoi. Donc les gens c'était et voilà quoi, et d'où effectivement aujourd'hui il a encore son émission quoi, et c'est mortel. Quel est l'artiste le plus wild avec qui t'as fait le plus ouf? Il n'y en a pas. Carrément, il n'y en a pas. Mais c'est le passé. Non. Après, voilà, si je te dis, l'artiste, c'est pas vraiment l'artiste, parce que c'est, comme je te dis, généralement, on est ensemble, quoi. On est un groupe, on est ensemble, donc, tu sais comment chez nous, c'est
on arrive ensemble, on repart ensemble, tu vois. Donc, ce soit 1, ce soit 2, ce soit 3, on est tous ensemble. Donc, quand on fait la fête, on a envie de s'ambiancer, on est toujours en famille, on est toujours en groupe. Donc voilà. Mais après, oui, on a fait des trucs. Oui, on a fait des trucs en famille, quoi. Non, oui, c'est les moments les moments les plus fous, c'est avec BOSS. Avec BOSS. Tu as rencontré le chimpanzé? Oui, bah. J'étais là à ce moment-là, oui. J'étais là. Mais bon. Après, bref, c'est des histoires qui. Je vais pas dire c'est des histoires pour rien, mais bon, après, bien sûr. C'est des trucs qui sont sortis dans leur contexte et je vais pas mélanger au sport, mais c'est un peu pareil. On va parler de Nasna. Là, il y a Evra qui a fait un truc. Voilà, et tu vois, non, mais je veux dire, le truc de vestiaire, tu vois. Ah ouais, carrément. C'est-à-dire que ce qui se dit en vestiaire reste au vestiaire. Après, ce qui s'est passé chez Joey, c'est qu'effectivement, à ce moment-là, il y avait une personne qui était là et boum. Voilà. Yes. Tu vois. Sinon, personne n'aurait jamais parlé. Voilà. Donc, non, carrément. C'était juste une apartheid, mais même de toute façon, il était wanted, Joey Star. Donc, c'est que énormément de gens, comme je dis souvent, il est quand même, c'est bien pour lui. Il a une bonne étoile aussi, quoi. Et je suis content et je suis heureux pour lui, mais c'est vrai qu'énormément de gens ont quand même voulu lui mettre des bâtons dans les roues. Tu vois, et que grâce, je sais pas, comme je te dis, grâce à son étoile, putain. Il s'en est toujours foutu et il a continué à vivre sa vie, quoi. Il est au calme, il s'en fout. Ah oui, lui, Didier, il est égal à lui-même. Hein. En plus, il s'appelle Didier, donc entre Didier, on se comprenait bien, quoi. Donc, rap, on parle du hip-hop, on parle du rap. T'as aussi le R&B avec Willie Denze et d'autres artistes. Il y a même Matthew Stone, Pyro Battery, Hachim, Karine. Hachim le boss. Ah ouais. Il faut que les gens savent, tu vois, parce que Hachim malheureusement il a pas fait la grande carrière qu'on aurait pu espérer. Mais Hachim était un putain d'artiste. Oui, il fait partie des pionniers, il fait partie des premiers en termes de R&B français. Ouais, carrément. Après, il y a effectivement, il y a Shaina qui a vraiment voulu marquer le coup, écrire l'histoire, mais bon, finalement, c'est quand tu dis R&B français, les gens ils comprennent pas. Hein. Ah ouais, carrément. Donc. Mais c'est un truc qui n'a jamais réellement pris en France. Non, ça n'a jamais pris en France. Ça n'a jamais pris, même s'il y a pu avoir Wallen. Si on dit Wallen, c'est du R&B. Les gens ils vont te dire non. Mais même après, eux-mêmes ils sont obligés. Enfin, c'est pas qu'ils sont obligés, mais tu sens que même au niveau des sons, c'est pas tout le temps pur R&B. Ils sont obligés de dévier aussi un peu pour que le public puisse comprendre, etc. Que ça soit variette, quoi. Ouais. Donc oui. Après Matt, c'est un précurseur. Donc Matt, il a toujours milité pour ça, toi. Ouais. Mais malgré qu'il ait milité, encore aujourd'hui, il milite encore, hein, mais. Il a fait un concert où il avait réuni pas mal des jeunes de la scène. Il y avait le Monsieur Nov. Tu parles lequel ? À côté de la Cigale, dans une salle à côté de la Cigale, la Boule Noire, je crois. Et il avait réuni. Il y avait qui ? Non, c'était un morceau. En fait, c'était un morceau qu'il avait fait. Il avait réuni pas mal de gens. Ah, toi, tu parles du morceau. Okay. Et lors du concert d'un artiste R&B dont le nom ne me revient plus, qui était dans le même label que Monsieur Nov. En fait, ils ont fait un concert et justement, ils ont réuni tous ces artistes, donc Nov, Matt et tout, etc. Donc ouais, c'est un militant, il lâche pas et ça fait plaisir. Et justement, par rapport à ta carrière, il y a aussi le côté caribéen. Qu'est-ce qui a fait que t'as pas lâché le côté caribéen, que ça a été important pour toi? Le caribéen, ça nous a toujours suivis. Après, tu vois, comme je disais, c'est que c'est la famille. Donc, si tu veux, tous les ans, on partait aux Antilles. Et on partait aux Antilles avec Joey, avec la BOSS Family, tout ça. Que ce soit les Busta, même de temps en temps, on a voulu faire des trucs là-bas. Et que voilà, quoi, c'est la Caraïbe, c'est dans notre cœur. On est en entier, donc ça, tu peux pas nous l'enlever. Donc ouais. Et puis bon, quand je me suis mis en stand-by pendant pas mal de temps. Je sais pas. Je me suis dit, je voudrais bien faire quelque chose pour les gens du pays, quoi. Et d'où effectivement, avec pas mal de temps, j'ai décidé de créer les K-Sessions, tu vois.
j'ai voulu mettre en avant nos artistes à nous, quoi. Alors les cas-sessions, c'est vraiment du cœur, c'est pas un truc où tu t'es dit tiens je vais me faire un max d'oseille. Bah c'est même pas, oui, c'est même pas ça, c'est même pas le cas. J'allais en venir et le truc c'est que oui, les cas-sessions c'est plus de l'amour au détriment du bénéfice, quoi. Parce qu'on gagne pas d'argent sur ce genre d'événement. Ouais. À part si on fait une salle de 500 personnes et que 450 personnes viennent et achètent leurs billets, ouais. À la rigueur, je dirais, ouais, on peut en vivre, on peut amener des artistes, on peut faire des choses un petit peu plus grandioses, plus folles et voilà. Mais non. Donc, K-Session, il y a eu Chris. Enfin, c'était une collaboration. C'était une collaboration. Après, Chris, voilà, comme je te disais, c'est une production que j'ai faite. J'ai produit le concert de Chris. Après, il y a d'autres artistes encore où des concerts, je vais en produire encore d'autres. Mais oui, les K-Sessions, on a eu Kim, on a fait Gage, on a fait Lisinai, on a fait Lawrence, on a fait Warren, on a fait Laila Chico, on a fait Anthony Draw. On a fait beau monde. On a vu que du beau monde, quoi. Lawrence, c'était ouf le concert. Ah bah oui, c'est là que t'as commencé à venir aussi aux K-Sessions quand même. Non mais moi tu sais très bien qu'il y a des genres compliqués, mais Lawrence, vraiment c'était ouf avec tout le public et vraiment c'est ce côté aussi où l'artiste est super proche de son public. Là c'est comme si tu peux parler directement limite avec ton public et tu peux communier. Mais tu vois, tu me parles de Lawrence, quand je vais proposer après c'est pareil pour tout le monde, hein. Ouais, quand je leur propose aux artistes, je leur propose des K-Sessions, ah ouais, ok, ouais, là. Et après ils ont ce côté putain mais quand même je fais une scène live, quoi, tu vois, en plus avec 3 musicos, ça va sonner comment, ça va être comment, au début c'est nickel, ouais, y a pas de problème, d'accord, ouais. Et après quand les jours ils approchent, la date approche, ils commencent comme ça et Lawrence, si tu veux, c'était sa première date. Okay. Vraiment à lui. Ok. Et la date, parce que comme il me disait, c'est que lui, quand il fait ses prods, il fait toujours des prods bounce. Tu vois, si tu écoutes les prods qu'il a, voilà. Et de l'adapter en acoustique, il savait pas qu'est-ce que ça allait donner et si vraiment il allait se sentir bien là-dessus, tu vois. Ok. Et que finalement je lui dis mais t'inquiète, ça va passer comme une crème. En plus j'ai un chef d'orchestre qui est carré, qui est Thierry Jean-Pierre et qui est JP Groove, qui est voilà, qui est un bassiste et super que lui bassiste, voilà, très bon directeur artistique aussi. Super bon directeur comme tu dis. Il l'a mis à l'aise et le truc après voilà, le résultat que tu disais quand t'es venu au concert, il y a eu une interaction entre le public et lui qui était plus que mortelle, quoi. Moi, je trouve que c'est super important de dire ça et que les gens comprennent que c'est aussi ça offre la possibilité d'avoir une autre version de leur artiste. Et là, c'est pas en mode boîte de nuit où l'artiste il vient et il balance un CD, tu vois, il balance une bande et il balance ce qu'il a à balancer, tu vois. Là, il y a un groupe en live, c'est plus acoustique, c'est plus chaleureux et il y a une vraie ambiance, une osmose qui se crée avec le public. Et là, donc du coup, la prochaine, c'est avec Lila. Ouais. C'est avec Lila, c'est pareil, hein. Lila, elle a pas, pareil, elle a jamais eu l'occasion. Elle a fait des scènes avec les DS, elle a fait le Bataclan avec les DS à l'époque. Ouais. Mais c'est pareil, elle a jamais fait un live toute seule. Parce que ce qu'il faut dire aussi aux gens qui ne connaissent pas forcément le milieu Caribbean Music, c'est que tous les artistes ne font pas forcément beaucoup de scènes comme ça seuls, mais surtout scènes avec un band derrière, quoi. Bah, ils font pas de concert, il faut dire les choses clairement, hein. Ils font pas de scène. Pour moi, ils font pas de scène. Plus boîte de nuit, etc. Plus des boîtes de nuit et tout ça. Après, s'ils vont faire une scène, c'est-à-dire, c'est un plateau, quoi. Ouais, voilà. Tu vois, ils vont faire un plateau avec des musicos, mais ils vont faire quoi? 4, 5, 6 titres. Et encore. Tu vois, mais ils ont jamais cette possibilité de pouvoir se mettre en tête d'affiche ou se mettre en devant de scène et voilà, quoi. Pas vivre, mais présenter leur projet ou leur album. Donc, comme je disais, je leur donne vraiment cette possibilité de pouvoir se mettre en avant et défendre leur musique et défendre leur patrimoine,
leur bien, quoi. Ce qui est mortel, c'est que tu as mis ce type d'artiste en avant, mais pas seulement. Tu as mis aussi des personnes comme Laurie Ferrand aussi en avant. Ouais. Et je trouve que ça, c'est mortel. Et il y a aussi des personnes comme... d'autres artistes aussi, Missy Kako. Ben, j'essaye... Il y a ceux-là aussi. C'est vrai que... comme je dis, il y a les têtes d'affiche. Et puis il y a ceux qu'on entend et qu'on voit très rarement, qu'on n'entend pas du tout même. Donc il était important pour moi aussi de mettre quand même aussi en lumière en première partie ces artistes-là qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, quoi. Ouais. Tu vois, et comme je te disais, je suis quand même un peu tout ce qui suit, tout ce qui se fait et tout ça, et des artistes comme Missy Kako, que Laurie Ferrand, que ça soit Dilova, Rudis, ils ont quand même une certaine notoriété pour certaines. Ouais. Mais il fallait les mettre aussi sur les projecteurs, quoi. Parce que carrément. C'est important. Et il y en a d'autres encore qui arrivent, donc c'est pas mal, quoi. Alors, toi qui es très hip-hop, il n'y a pas eu tellement d'artistes un peu hip-hop, issus du hip-hop créole ou de cette vibe-là. C'est un peu chaud de les mettre en acoustique. Certains, je le sens bien comme ça avec certains artistes. Ben, tu te rappelles qu'on a fait en coprod avec Kaiser les hip-hop. Ouais. C'était quoi encore ça? Hip-hop live, hip-hop live, ouais. Hip-hop live avec nos artistes caribéens, vraiment hip-hop. Et bon, pour une première, ça a été. C'était pas vraiment c'était pas vraiment ça pour la première, mais c'est une expérience, je pense, qui va se renouveler prochainement. Et j'ai bien envie. Ouais. Mais le problème, c'est pas le problème, c'est que effectivement, pour pouvoir démarrer et mettre en place ce genre d'événement, il faut déjà quand même avoir une certaine notoriété et acquérir un certain public qui a aussi envie de découvrir ce genre d'événement. Parce que avant de mettre en avant les artistes, il faut mettre déjà l'événement en avant. Et effectivement, c'est pour ça que je te dis, c'est même pas une question d'argent, c'est une question d'événement, c'est de pouvoir mettre en place cet événement pour pouvoir justement offrir à des artistes qui n'ont pas la possibilité de se mettre en lumière sur un événement comme celui-ci, où que les gens après ils viendront tout seuls les découvrir, et là ils se feront eux-mêmes leur idée, leur kiff, ou voilà, quoi. Parce que c'est ce qu'on se dit aussi, tu vois, par exemple, et tout, on voit que les prochains invités, ça va être Panda Mike et Lyrics. On se dit, est-ce que des mecs comme ça, tu vois, ça peut matcher avec les K-Sessions, ou même on se dit un mec comme Kérosène aussi, est-ce que ça peut matcher? Est-ce qu'il peut y avoir une version K-Session, tu vois, de ces titres, des titres de ces... Tu viens de le dire, j'étais pour parler, j'étais en discussion avec l'équipe, effectivement, de Kéréo. Et on était en train de discuter justement pour une K-Session, tu vois. Et je voulais que cette session, là, celle du 18 novembre, je voulais que ça soit la sienne. Après, malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Mais oui, non, moi je suis open. Je suis open pour ça. Ok, ben c'est bien noté les gars, vous avez vu, petite exclu, j'espère qu'il y aura des trucs qui se feront parce que voilà, c'est aussi important. Dernière question. Aïe. Quel est le prochain invité? Donc là on a Lila, on le répète, le 18 novembre à partir de 19h, donc à la salle Les Étoiles, ouais. Avec Dayon en première partie. Et la session suivante, ce sera le 8 décembre. Le 8 décembre. Avec la charmante Kennedy. Avec Kennedy. Ouais, avec Kennedy. Et en première partie, il y aura CJ. Et comme ça, on va terminer la saison en beauté. Avec des surprises. Ok. Donc pas mal de surprises encore à venir après ça. C'est aussi important de dire ça. Nous, on aime. Et écoute, Didier, moi, ça m'a fait super plaisir de te recevoir. Je sais aussi que tu dois y aller. Il y a les Sinaïs qui t'attendent, tranquille. Oh, ça va. Et autre chose aussi à dire, c'est que voilà, c'est un homme de l'ombre, mais c'est aussi important pour nous de mettre des hommes de l'ombre en lumière, parce que le travail que tu fournis depuis tant d'années est à big up, et à mettre en avant aussi, parce que tu sais, les gens voient souvent ceux qui flashent. Et peut-être aussi ça peut donner des vocations à des jeunes youths qui nous écoutent tout simplement. Toujours croire en ses rêves, hein. Et puis effectivement, après comme on dit,
C'est très important, même si on est dans l'ombre. Après c'est pas une question d'être humble ou modeste ou autre. C'est que on fait ce qu'on aime, quoi. Ouais. Tu vois. Après, je fais les choses pour les faire, pas pour attendre un retour. Après, effectivement, ça fonctionne, c'est bien. Ça fonctionne pas, il faut passer à autre chose. Donc on avance comme ça. Et puis je voudrais surtout big up des personnes qui me donnent toujours un coup de main sur ce genre d'événements, que ce soit Bolamrak, Gina, Michel qui travaille aussi à Believe aussi, qui signe pas mal d'artistes aussi, donc qui est une référente aussi pour moi. Annie, Kaiser, JB, DJ Juice et voilà quoi, pas mal d'autres et merci à eux quoi. C'est important, les équipes, on le dira jamais assez. Ah bah oui, il faut s'entourer aussi quoi, c'est important. Il faut bien s'entourer surtout. Surtout, c'est important. C'est clair. L'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. On était avec Didier Zincave. Oh, on va lui tirer d'autres verres du nez, hein, vous inquiétez pas, hein, mais là ça se passera sur le streetdiamond.fr. Je vais le coincer, il sait pas encore. T'inquiète, il y en a encore sur le capot, ça sert à rien. Donc on se donne rendez-vous le 18 novembre, donc ça se passera avec Lila. On le répète, à la salle Les Étoiles. Les Étoiles, ça se passe, c'est dans le 10e. 61 rue de Château d'Eau. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, vous pouvez prendre vos places, c'est online. Il y a aussi le Facebook justement, K-Session. Ouais, c'est les K-Sessions. Voilà, tu fais les K-Sessions sur Facebook, tu tomberas sur notre page directement. Donc tu peux aller aussi sur fnac.com, Ticketmaster ou livenation.fr. Chez tous les points de vente. Tout simplement. Ouais. Didier, merci encore. Je te remercie à toi, Mac Paro, et je vous remercie à toute l'équipe. Hein, merci à toi Sweet d'être Diamond. venu. Ouais. Merci à vous pour l'invitation, parce que effectivement, je fais des émissions, mais très 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 rarement. Non mais faut que les mecs comme toi viennent. Vous êtes trop lourd pour rester dans l'ombre et on en dira plus. J'espère sur le streetdiamond.fr. Voilà, avec un petit papier sympatoche. Donc, vous êtes bien sur Street D, 19h-22h sur Radio RGB. Et je vous l'ai dit, ils sont dans le building. Ils vont venir nous parler tout à l'heure. En attendant, c'est une petite pause musicale tranquillement avant le... Et n'oubliez pas, hein, rendez-vous le 18 novembre, hein, Lilin, au calme. Mais pour l'instant, c'est mon pote, Kemai, qui est accompagné de DJ Sixaf. Le morceau s'appelle La Fumée. Sixaf on the bass.